Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est un coup dur pour les droits des femmes, un échec pour la Convention d'Istanbul. Le 20 mars dernier, la Turquie, qui avait été le premier pays à ratifier cette convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, a aussi été le premier pays à s'en retirer. La situation des droits des femmes ne risque donc pas de s'améliorer en Turquie, où on estime à 300 le nombre de femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Et la Turquie n'est malheureusement pas le seul pays qui envisage un retrait de la Convention d'Istanbul. La Pologne menace depuis plusieurs mois d'en sortir, un pays qui multiplie les restrictions à l'égard des droits des femmes et des personnes LGBTQI+. Le pouvoir est notamment influencé par l'organisation catholique intégriste Ordo Iuris. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour faire le point sur l'avenir de cette convention d'Istanbul, mais aussi sur les atteintes aux droits des femmes et aux droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, transgenres, bisexuelles, queer, intersexes en Turquie et en Pologne, j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux invités. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Tout d'abord, donc Damla, vous êtes turque, installée en Belgique depuis 2013 et membre d'un collectif qui s'est créé il y a quelques semaines à peine et qui est intitulé Save the Istanbul Convention. Et alors à vos côtés, donc Bartosz Koska, vous êtes belgo-polonais, membre de Solidarity Action Brussels, une jeune association également, puisqu'elle existe depuis quelques mois. Mais vous avez déjà quelques faits d'armes, puisque c'est votre association qui par 2 fois déjà avait réussi à mettre Ordo Iuris, ce fameux lobby polonais ultra-conservateur, hors des locaux qu'ils avaient loués à Bruxelles. Alors vous nous raconterez tout ça dans un instant, mais dites-nous peut-être en quelques mots vraiment l'objectif de votre association. Eh bien, l'association Solidarity Action Brussels a été créée suite à la première manifestation que nous avons organisée en août 2020. C'était en soutien aux personnes LGBT+, en Pologne qui ont subi des persécutions. Il y avait justement un événement qui était lié à cette vague de persécutions des personnes LGBT en Pologne et nous avons jugé utile de nous réunir à la place Schuman devant les institutions européennes et c'était un succès. Nous avons décidé de continuer et l'objectif de notre association, c'est de défendre les personnes qui sont persécutées à travers l'Europe, des personnes LGBT, les minorités, les femmes également, malheureusement aussi aujourd'hui parce que leurs droits sont sous l'attaque de différentes forces réactionnaires. Et notre objectif est également de coordonner quelque part les efforts de différentes communautés à Bruxelles parce que nous avons observé qu'il y a que très souvent des communautés manifestent en soutien pour leur cause sans se mettre en contact avec d'autres communautés comme les Polonaises, les Turcs, les Hongroises qui ont toutes l'objectif de défendre par exemple la Convention d'Istanbul. Donc nous jugeons utile justement de coordonner ces efforts. Sous ces actions. Alors la Convention d'Istanbul, justement, peut-être un mot d'introduction. Donc, elle a été créée en 2011 par le Conseil de l'Europe. Elle a donc été ratifiée par la Turquie en 2012 et c'était le premier pays qui l'avait ratifiée, alors que par exemple la Belgique a attendu 2016 avant de la ratifier. Alors cette convention, elle détaille les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Alors on parle de violence domestique, de harcèlement sexuel, viol, mariage forcé, crimes commis au nom de ce qu'on va dire l'honneur, entre guillemets, les mutilations génitales aussi. Et elle reconnaît vraiment que ces violences sont structurelles et qu'il relève de la responsabilité de l'État d'y remédier. Alors, Damla, je me tourne vers vous. On a donc dit que le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc décidé par décret de se retirer de cette convention internationale. Comment vous expliquez ce retrait ? Je pense qu'il faut les voir dans le cadre plus général des actes antidémocratiques et répressifs qui augmentent jour par jour, déjà chaque année depuis des années 2000, mais qui accélèrent en ce moment. Et en fait, ça fait partie de tous ces actes au niveau juridique, mais contre les femmes, contre la communauté LGBTQI+, mais aussi contre les Kurdes,
Oui, contre un peu tout l'opposition, les universitaires aussi, et un peu tout le monde qui pense un peu différent de lui, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu une tendance de fond, c'est-à-dire que les atteintes, notamment aux droits des femmes, vous qui avez vécu en Turquie jusqu'en 2013, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà ressenti en 2013, ces atteintes aux droits des femmes notamment? Ça se sent très fort, en fait, depuis déjà 2010, je dirais, même avant. Mais en fait, chaque fois il y a un problème, un scandale dans le pays, on revient avec un sujet, peut-être pas chaque fois, mais on revient souvent avec un sujet lié aux droits de femmes. Par exemple, en 2008, il y a un discours du président, qui n'était pas président à l'époque, en disant, en 8 mars en plus, toutes les femmes doivent avoir 3 enfants minimum. Et qui vient avec un paquet apparemment qui gère de gestion de marché de travail, aussi qui diminue les possibilités d'accès aux crèches pour les femmes dans les lieux de travail. Et en fait, il y a un but d'enfermer les femmes plus en plus fort chez eux. Mais alors, je propose qu'on écoute Aslihan Tekin. Donc, elle est membre du lobby européen des femmes en charge notamment de la coordination de des associations de femmes turques. Et elle nous parle justement de cette tendance de fond et de ces attaques répétées à l'état de droit. Finalement, elle explique ça comme finalement une attaque parmi d'autres à l'état de droit. On l'écoute. Les autorités sont en train de concevoir une société où la place des femmes est confinée à leur propre idéologie et dans laquelle elles voient la place des femmes dans la famille seulement. Il s'agit également de maintenir et de renforcer leur pouvoir. Nous devons toujours nous rappeler que la violence contre la femme est un sujet très politique et que chaque revers dans cette question vitale déclenchera la violence contre les femmes et les féminicides. Les politiques de la Turquie manquent d'intégration du genre et de budgétisation sensible au genre. Au cours des dernières années, nous observons que l'état de droit et les valeurs de la démocratie sont menacées en Turquie, ce qui a un impact direct sur les droits des femmes. Le droit à l'avortement est un droit légal, mais il n'est pas pratiqué dans de nombreux hôpitaux publics. Les organisations de femmes en Turquie disent non à l'amnistie pour les auteurs d'abus sexuels sur les enfants et au mariage des enfants, et nous continuons à combattre ces problèmes tous les jours. Est-ce que pour vous, Damla, le fait que la Turquie se retire de cette convention d'Istanbul, c'est aussi un mauvais signal envoyé à la société, puisque ça pourrait être considéré comme finalement un message envoyé à une série d'hommes où on pourrait leur dire, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez finalement, c'est retiré de la convention, les droits des femmes, la protection contre les violences, c'est plus important, et donc faites ce que vous voulez avec votre femme, votre épouse, votre sœur, votre conjointe. C'est un fait, en fait. Déjà, le 20 mars, le jour de retrait, il y a... les chiffres ne sont pas officiels, mais on parle de 6 ou 7 femmes qui ont été tuées par leurs hommes. Et en fait, il y a une augmentation, on estime qu'il y a une augmentation des féminicides tous les jours. Et je viens de voir aujourd'hui dans... les médias aussi, que en fait, les polices ont commencé à refuser de demandes de femmes, demandes de protection de femmes, déjà, en fait, même avant l'officialisation de retrait de Turquie de la Convention.
Bartosz Koska, on voit que les conservateurs donc au pouvoir en Turquie, ils ont indiqué que s'ils se retiraient en fait de cette convention, c'est parce que la charte, je cite, nuit à l'unité familiale, encourage le divorce et que ces références à l'égalité sont utilisées par la communauté LGBT pour être mieux acceptées dans la société. Fin de citation. Et donc on se rend compte en fait qu'on retrouve un peu les mêmes arguments au niveau polonais aussi. Donc la Pologne qui envisage de sortir de cette convention d'Istanbul, elle avance aussi le fait que, à cause de cette convention, on risquerait de demander aussi l'égalité pour les personnes LGBT. Oui, effectivement, ce sont les mêmes arguments qui sont avancés. C'est d'autant plus surprenant que nous avons ici deux pays qui sont théoriquement de deux cultures différentes. D'un côté, nous avons un pays à tendance catholique et d'un autre côté, nous avons un pays à tendance musulmane. Mais ça montre justement que ce n'est pas la religion, quelque part, qui est le facteur déterminant, mais plutôt justement cette différence entre les conservateurs et ceux qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit, quelque part. On voit qu'en Pologne, il y a vraiment un lobby qui est un peu derrière toutes ces lois conservatrices et en tout cas ces discussions, parce qu'on va dire que la Pologne n'est pas encore sortie de la Convention d'Istanbul. Mais donc il y a un lobby qui est très présent et ce lobby, il s'appelle Ordo Iuris. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, nous en parler? Oui, bien, donc Ordo Iuris, c'est juste un avatar quelque part, une partie d'un réseau international TFP, donc le réseau Tradition Family Property. C'est un réseau ultra-conservateur international. Donc, si ça s'appelle Ordo Iuris en Pologne et dans d'autres pays, ça peut s'appeler différemment dans d'autres pays. Peut-être en Turquie, il y a d'autres organisations qui appartiennent aussi, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour la Pologne et pour la Hongrie et pour l'Estonie, par exemple, je peux dire que justement, c'est Ordo Iuris qui est une organisation juridique qui est financée par des financements obscurs. Donc, il y avait beaucoup de journalistes d'investigation qui ont relevé des liens avec Moscou, avec le pouvoir russe, quelque part, pour justement mettre à l'agenda de manière très agressive des questions réactionnaires, quelque part, comme l'interdiction de l'avortement. En Pologne, c'était la question des zones dites non LGBT qui ont été proposées à des pouvoirs locaux, à des communes. Donc les communes qui s'occupent des jardins, des rues, de l'éclairage public, qui ont adopté des résolutions, qui les ont mises justement en lumière au niveau international. Donc, donc c'est des zones, c'est des communes qui se disent zones sans idéologie LGBT, c'est ce qu'ils appellent sans propagande LGBT, c'est ça, hein? Justement, en fait, c'est justement le lobby Ordo Iuris. Donc, ce sont des juristes qui sont très doués, qui savent choisir leurs mots et ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils proposent un texte préécrit parce que je pense que les conseillers communaux de petites communes ne seraient pas capables, même s'ils sont un peu conservateurs, ils ne seraient pas capables d'imaginer quelque chose comme ça. Donc, ils vont avec leur argent, avec leurs arguments dans des communes en leur proposant d'adopter une telle résolution. Puis ensuite, cette résolution n'a pas de portée légale. C'est juste une résolution. Mais les communes ne sont pas censées, au niveau de la Constitution, de s'occuper des questions idéologiques. D'autant plus que c'est contraire à la Constitution. Oui, et on voit qu'ils ont un certain point, parce que c'est eux qui sont derrière la quasi-interdiction de l'IVG en Pologne. Oui. Il y a eu une décision au mois d'octobre qui a encore réduit vraiment le droit à l'avortement. Et puis aujourd'hui, ils soutiennent vraiment l'interdiction, même en cas de viol, par exemple. Oui. Ils soutiennent également, Ordo Iuris, un projet qui ferait de l'enseignement de l'éducation sexuelle un délit qui serait punissable d'emprisonnement. Donc ils sont vraiment derrière et poussent le ministre de la Justice, notamment, à aller de plus en plus vers cette droite radicale. Absolument, oui, ça fait partie d'un jeu partisan en Pologne, mais d'autant plus que on a évoqué la question de notre petite lutte ici au niveau bruxellois contre Ordo Iuris, donc de notre association. Donc c'est pas nous quelque part, nous avons tiré la sonnette d'alarme auprès des propriétaires des centres de coworking où ils s'étaient installés pour faire du lobbying au niveau européen. Donc, ils ont été expulsés à deux reprises. Ça a été largement discuté plutôt en Pologne qu'en Belgique. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Ordo Iuris a réagi sur Twitter. Il y a eu des discussions et ils sont revendiqués. Ils ont dit que nous subissons des attaques, dans ces citations, nous subissons des attaques parce que nous soutenons le retrait de la Convention d'Istanbul et nous sommes super efficaces dans cela. Donc, ils le disent carrément, ils se vendent, ils disent voilà, le retrait de la Convention d'Istanbul, c'est notre objectif, nous le voulons, nous le souhaitons, et c'est pour ça que des radicaux, ils nous appellent des radicaux, des marxistes, des libéraux, parce que les libéraux, c'est des marxistes pour eux, donc ils confondent tout, nous attaquent, c'est ce qu'ils disent.
Et en fait, on voit qu'en Turquie, parce qu'on a parlé des droits des femmes, mais c'est vrai que les personnes LGBTQI+, elles aussi subissent de vraies discriminations. Aujourd'hui, en Turquie, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Oui, et c'est aussi, il a un petit historique, mais aussi c'est une accélération encore aujourd'hui, ça empire aujourd'hui. Et un autre exemple de ça, encore avec une décision de nuit par le président, le recteur de l'université de Boğaziçi, une des plus importantes universités d'Istanbul, était changé. Hors la tradition totalement, en fait. Et du coup, c'est une personne qui est proche du pouvoir, proche d'Erdogan. Oui, parce que voilà, il faisait partie d'Erdogan et il était même à un moment donné candidat pour devenir parlementaire. Et en fait, il y a une résistance contre cette décision. C'est le 100e jour aujourd'hui. Et en fait, avec la résistance de Boğaziçi, maintenant on l'appelle comme ça, et cette question de LGBTQI+, a revenu encore en force. Déjà, il y a une pseudo-interdiction des drapeaux ou même des produits arc-en-ciel. C'est pas clairement dit en tant qu'une interdiction, c'est sur les publicités, etc. Mais juste un exemple, en mars dernier, donc il y a un mois, d'abord le recteur a commencé un procès contre un étudiant à cause d'un drapeau arc-en-ciel. Et les étudiants qui le soutenaient manifestaient dans l'université étaient arrêtés parce qu'ils portaient un drapeau arc-en-ciel. Encore d'autres personnes qui voulaient le soutenir étaient encore arrêtées. Et finalement, en un jour, 50% personnes étaient arrêtées à cause d'un drapeau arc-en-ciel. Tout ça à cause d'un drapeau, quoi. Oui. Et par exemple, aussi, les prides sont interdits depuis 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020. Ils ont dit c'est à cause de Covid, mais voilà, on sait très bien que c'est pas ça. Et en plus, tout ça vient avec des discours de haine très, très dangereux. Et on voit dans les médias, dans les discours de la communauté LGBTQI+, ils se sentent en danger parce que tous ces discours de haine ouvrent les portes pour une violence non contrôlée. Bartosz Koska, cette montée en puissance d'associations comme Ordo Iuris, cette montée en puissance de voix réactionnaires, conservatrices, est-ce que pour vous, ça peut être une réaction à une forme de sécularisation de la société polonaise? On dit aujourd'hui qu'il y a moins de pratiquants catholiques en Pologne, qu'il y a des personnes qui font l'apostasie, enfin qui quittent la religion catholique. On voit que dans la rue, il y a une mobilisation dès qu'il y a des atteintes aux droits des femmes, aux droits à l'avortement, aux droits des personnes LGBTQI, il y a quand même des manifestations. Est-ce que du coup, ça peut être un peu le champ du signe de toutes ces associations radicales qui veulent qui veulent encore montrer qu'elles existent, ou c'est pas ça vraiment votre interprétation? Donc, ce que je pourrais dire que de un, je parle à titre privé parce que voilà, je ne suis pas super bien placé pour faire une analyse sociologique bien détaillée. Donc, je pense que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est ni l'un ni l'autre. Donc, ce n'est pas une... Oui, c'est vrai qu'il y a certains chiffres qui sont avancés comme quoi il y a moins de catholiques ou moins de pratiquants parce qu'il y a une certaine radicalisation, il y a une polarisation énorme qui s'installe. Donc, avant, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient, disons, catholiques, pratiquants soft, et donc ça passait. Maintenant, vous êtes soit à 100% là-dedans, soit vous êtes contre. Et on n'a plus vraiment de catholiques modérés, comme on peut dire. Oui, quoi. Voilà. Donc donc les personnes qui sont religieuses, qui ont cette foi chrétienne ou catholique, donc si, ça existe, mais je veux dire qu'elles se retirent, donc ceux qui étaient modérés, ils se retirent de l'institution de l'Église. Parce que toutes les affaires, donc l'implication dans la politique et donc aussi les affaires des prêtres pédophiles,
parfois très bien placés. Donc tout ça complique quelque part l'implication, aussi ce discours de la haine envers les personnes LGBT, même si il y a des conservateurs modérés, ils ont du mal à avaler cette pilule quelque part. Donc ça d'un côté, mais de l'autre côté, je ne trouve pas que toutes ces manifestations, même de masse, sont un signe de laïcisation ou de quelque chose de ce type. Je trouve plutôt que ces manifestations auraient dû être beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes, même si on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup, parce que quand même, c'est à chaque fois Ordo Iuris et le pouvoir conservateur qui prend une partie des libertés des Polonais et des Polonaises. Et donc il y a une révolte, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui est derrière. Donc à chaque fois, il y a une révolte. Donc ils connaissent le mode opératoire. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont essayer de faire passer quelque chose de choquant. Tout d'abord, ça fait cette réaction qu'il y a des manifestations dans la rue, il y a des gens qui descendent, mais finalement, ils vont changer après quelques mois le sujet, quelque chose dans l'économie, quelque chose à l'international qui se passe, et les gens oublient. Donc, si on regarde ça avec un certain recul, on voit qu'il y a un recul des droits des femmes. Donc, je vous rappelle, par exemple, l'interdiction de l'avortement. Ça devait passer en 2016. Donc, c'était la première fois que Ordo Iuris avait proposé au niveau du Parlement. Et donc, c'est là qu'il y a eu les fameuses manifestations noires. C'est là que la grève des femmes est née. Les Black Protests. Les Black Protests, tout à fait. Et donc, c'est là qu'il y a toutes ces organisations qui sont nées. Et donc, on pensait que ça n'allait jamais passer. Donc, en fait, ces manifestations, c'était une réaction à la première lecture au Parlement d'un projet de loi. Et finalement, comment ça s'est passé avec l'interdiction de l'avortement? Ils savaient que ça n'allait pas passer par les parlements parce que ça fait trop de bruit. Donc, ils ont fait passer par un tribunal constitutionnel qui soit, encore il faut le souligner, est illégal. Mais on s'en fout qu'il soit illégal. Donc, voilà. Donc, on a pris une décision soi-disant juridique. D'un seul coup, sans aucun pouvoir démocratique, sans aucun pouvoir de discussion, on a annoncé d'un jour au lendemain, quand on l'a fait aussi avec Erdogan, d'un jour au lendemain, on annonce, voilà, vos droits ne sont plus d'application à partir d'aujourd'hui. C'est ça qui a provoqué les manifestations. Mais pourquoi ces manifestations n'ont plus lieu maintenant? En fait, ce qui s'est passé, ça a eu lieu en octobre. On est en avril, le PiS est toujours au pouvoir, même s'ils ont perdu beaucoup dans les sondages, même s'ils ont perdu beaucoup de soutien. Mais l'interdiction de l'avortement est là. Elle est là, oui. Et donc, dans les faits, elle est bien là. Mais du coup, comment justement organiser cette riposte? Donc, Damla, par exemple, sur le retrait de la Convention d'Istanbul de la Turquie, il y a des manifestations qui ont été organisées en Turquie, aussi ici. Je le disais en introduction, vous êtes membre de ce collectif qui s'est créé et qui s'appelle Save the Istanbul Convention. Mais donc, comment on organise cette riposte? Quels sont les moyens d'action, les moyens d'agir? Il y a un côté, il y a tous les jours quelque chose qui se passe en Turquie. Les femmes ne s'arrêtent pas, ne rentrent pas chez elles et elles continuent à dire qu'on va garder nos droits. Et la répression continue. Et également, il y a encore eu des manifestations cette semaine où les femmes étaient arrêtées. C'est même seulement pas à Istanbul, à Ankara, dans les grandes villes, même un peu partout en Turquie. Et les femmes vont continuer à dire on n'a pas peur et on va pas se taire, on va continuer à demander nos droits au moins. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une réaction assez directe. En fait, tout de suite, en fait, le retrait était fait pendant la nuit entre 19 et 20. Et le 20 mars, tout de suite, on était un petit groupe, mais on s'est rassemblé à 50 de personnes à Place de la Monnaie pour montrer notre désaccord avec la situation. Et en fait, un petit groupe qui s'est lancé et maintenant, on a envie de continuer à faire des manifestations régulières et même des moments importants, on réfléchit avec des autres organisations aussi de prendre des moments importants pour créer un public et rassembler les forces parce que c'est pas uniquement une question de Turquie, c'est pas uniquement une question des femmes, c'est une question des droits humains et ça concerne Pologne, Hongrie, Angleterre, mais aussi tous les autres pays et parce que voilà, cette lutte d'avoir nos droits est
de cette lutte pour l'équité ne s'arrêtera jamais, et surtout pas seulement avec la Convention d'Istanbul. Oui, et c'est vrai, parce que vous parliez de l'Angleterre, par exemple, c'est vrai que cette convention, elle a été signée par une série de pays, mais elle n'a pas été ratifiée par tout le monde, et elle est notamment pas ratifiée par le Royaume-Uni, pas ratifiée par la République tchèque, pas ratifiée par la Slovaquie. Donc il y a toute une série de pays qui ne l'ont jamais ratifiée, et donc finalement la demande, elle est plus large que juste la Turquie. Alors je vous propose d'écouter une deuxième fois donc Aslihan Tekin, donc, qui est membre du lobby européen des femmes en charge de la coordination des associations de femmes turques, qui va nous parler justement de cette demande et des actions qui vont être menées au niveau international. On l'écoute. En premier lieu, nous demandons instamment à la Turquie de revenir sur sa position concernant le retrait de la Convention d'Istanbul, car elle est en violation de la Constitution et de la volonté de la société. Nous appelons tous les membres du Conseil de l'Europe et les États partis à la Convention d'Istanbul à prendre des mesures immédiates conformément au droit international et en mettant en œuvre toutes les mesures possibles, car la Turquie refuse de rendre compte de ses engagements internationaux. C'est très dangereux et inquiétant, et cela peut avoir des conséquences attendues pour nous tous en globe, en Europe et en globe. La montée et la résilience du mouvement transnational des femmes est désormais un fait irréversible. Malgré le rétrécissement des espaces démocratiques pour la société civile par des lois et des règlements restrictifs, nous continuerons à nous mobiliser et nous organiser pour nos droits avec expérience et détermination. Du coup, pour terminer, peut-être Bartosz Kostka, j'ai envie de vous poser la même question. C'est que pour vous, comment la riposte peut-elle s'organiser, que ce soit d'ici ou de Pologne directement ? Je trouve que justement, c'est aussi l'objectif de notre association d'essayer à notre petit niveau d'essayer de mettre les gens en contact, de coordonner quelque part, parce que je trouve que la réponse doit être commune. Ce n'est pas les Polonais qui doivent s'adresser au pouvoir polonais uniquement pour leurs problèmes, et les Turcs au pouvoir turc pour leurs problèmes, et les Hongrois au pouvoir hongrois pour leurs problèmes. Je pense que si nous avons les objectifs qui sont communs, les problèmes qui sont pan-européens, quelque part, nous devons le faire ensemble. Et je vais juste donner 2 exemples d'actions réussies qui ont lieu ces derniers temps. Par exemple, justement, la question du retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Je sais que la grève des femmes en Pologne, elles ont réagi tout de suite. Elles ont fait des manifestations devant l'ambassade de Turquie à Varsovie. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup plus d'actions de ce type. Mais il y a eu aussi, ces derniers temps, la semaine passée, je pense, une tentative de la part de la Pologne d'installer un juriste d'Ordo Iuris à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est pas un poisson d'avril. Donc, ils ont essayé de le faire. Donc, il y avait un effort de la part de la grève des femmes en Pologne de faire une pétition pan-européenne et traduite en plusieurs langues. Je pense qu'il y a eu plus de 100 000 signatures, mais on aurait pu en avoir beaucoup plus si on était mieux coordonnés. Mais tout compte fait, la candidature a été rejetée. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, le vendredi 9 avril, donc la semaine passée, le Conseil de l'Europe a refusé donc la candidature de ce membre d'Ordo Iuris, de ce fondateur d'ailleurs d'Ordo Iuris, à la fonction comme juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est une vraie victoire. Et c'est un peu le même type d'action aussi que vous menez, vous, par exemple, quand vous avez réussi à éjecter Ordo Iuris des murs des locaux qu'ils avaient loués à Bruxelles. C'est ce genre aussi d'action qui, petit pas par petit pas, peut être significatif. Oui, je trouve aussi que nos petites actions, en fait, c'est une réaction. Ce que nous avons fait quelque part, c'est une collaboration du secteur privé avec l'associatif, là où les politiciens ne sont pas capables de créer un cadre qui interdit aux organisations extrémistes de s'installer quelque part. Parce que, par exemple, Ordo Iuris, si on dit ça à un Polonais, il sait directement de quoi il s'agit. Si on dit ça à un Belge,
Oui, il y en a certains qui savent, mais c'est pas super connu. Donc, ils se font passer pour une petite association de juristes experts qui veut faire des analyses au niveau européen, alors qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est limiter les droits humains, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT. Donc, ce que nous avons fait, c'est juste tirer la sonnette d'alarme. Et donc, les propriétaires, même s'ils ont subi par après des intimidations de la part d'Ordoiris, mais ils ont réagi avec la responsabilité qui est la leur. Et donc, je pense que ce type de collaboration, ce type de vigilance, quelque part, qui s'impose pour lutter contre cette montée de l'extrême droite. En tout cas, on voit que les actions commencent à être concertées et on voit qu'il y a vraiment une volonté de s'associer pour lutter, donc pour défendre les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQI+, notamment. Merci vraiment à tous les deux. Merci Damla, merci Bartosz Koska pour vos éclaircissements et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.